Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Canal 7. Nous sommes le dimanche 28 septembre 2014. Voici les titres de ce journal télévisé dominical. D'abord en République démocratique du Congo où l'opposition reste mobilisée face au projet de révision constitutionnelle de Joseph Kabila. Une marche de contestation a eu lieu samedi à Kinshasa pour demander au président d'y renoncer. Ensuite, l'OMS annonce la mise en circulation de vaccins expérimentaux contre Ebola début 2015. Elle répond ainsi à la préoccupation de la communauté scientifique inquiète de voir le virus se propager. Enfin, nous irons en Côte d'Ivoire où le film Run, évoquant la crise qui a paralysé ce pays 10 années durant, est attendu, notamment par l'industrie cinématographique, laquelle en a beaucoup souffert. En République démocratique du Congo, la question d'une éventuelle révision de la Constitution continue de susciter le mécontentement dans le pays. La population a répondu massivement samedi à l'appel lancé par l'opposition et la société civile pour dire non au projet de Joseph Kabila à travers une marche pacifique organisée à Kinshasa. Le reportage de Sylvie Ngalola d'Afrique Actualité. Tôt le matin, la place de l'échangeur de Limete est prise d'assaut par les manifestants venus des quatre coins de la capitale congolaise pour répondre à l'appel lancé par l'opposition de la RDC et la société civile. Cette marée humaine quitte ces lieux mythiques situés à l'est de la ville de Kinshasa pour le boulevard du Cinquantenaire en passant par le boulevard Lumumba. Un seul message est visible sur les calicots, t-shirts et pancartes. Le peuple congolais dit non à la révision constitutionnelle. Vital Kamerhe, président de l'UNC, et Bruno Mavungu de l'UDPS invitent les forces vives de la nation à rester vigilants. Parce que l'article 64... Nous sommes tous Congolais. Et l'article 64 de notre Constitution nous donne le pouvoir de dire non à tout celui qui tente à exercer le pouvoir en violant la Constitution du pays. La RDC, c'est votre pays. Vous avez le devoir sacré de le défendre. La société civile congolaise qui s'associe à cette action pacifique réaffirme sa position. Elle n'accepte pas la révision constitutionnelle. Nous, société civile, nous sommes de cœur avec les partis politiques de l'opposition. Nous aussi, nous disons non à la révision de la Constitution et non au changement de l'article 220 de cet instrument. Ces organisations exigent également la libération des prisonniers politiques, dont Eugène Diomindongala, Jean-Bertrand Ewanga, tous députés de l'opposition, et le journaliste Mike Mukebai. Elles demandent au gouvernement d'organiser sans délai un dialogue conformément à l'accord cadre d'Addis Abeba. En Égypte, le tribunal ayant jugé l'ex-président Hosni Moubarak pour complicité de meurtre de centaines de manifestants durant la révolte populaire qu'il a chassé du pouvoir début 2011 a reporté samedi son verdict au 29 novembre. Une situation qui a emmené pro- et anti-Moubarak à manifester devant cette juridiction, occasionnant ainsi des accrochages. Aziz Maïga au commentaire. Alors que le verdict du procès d'Hosni Moubarak se fait attendre, la tension monte. Samedi, les pro- et anti-Moubarak ont manifesté devant le tribunal. Pour les anti-Moubarak, il ne fait aucun doute que l'ex-président égyptien sera inculpé pour les faits qui lui sont reprochés. À mon avis, il écopera de la peine capitale, car c'est lui qui a attaqué et combattu les révolutionnaires, aussi bien sur la place Tahrir que sur la place Arbaïn à Suez, ou place Ibrahim à Alexandrie. C'est le procès d'une nation, le procès de la révolution, celui du pharaon face au peuple. Si la justice n'est pas équitable, cela va inquiéter les gens et les amener à manifester. Nous ne voulons pas cela. Nous voulons la stabilité du pays pour gagner notre pain. Les pro-Moubarak espèrent que le tribunal admettra enfin que l'ancien président n'avait donné aucun ordre de tirer sur les manifestants lors des événements qui ont provoqué sa chute. Selon eux, les crimes qui lui sont reprochés ont été commis par les frères musulmans. Nous savons qu'il sera innocenté. Le président n'a rien fait. Il n'a tiré sur personne. C'est ce que disent les vidéos et la police. Ce sont les frères musulmans qui ont tué ces gens.
Monsieur le Président, nous sommes désolés pour ce que vous subissez et pour ce qui est arrivé à l'Égypte. Vous serez innocenté par la volonté de Dieu. Pour empêcher les violences entre les deux camps, des centaines de policiers et de soldats déployés à l'extérieur du bâtiment sont intervenus pour rétablir la sécurité. Autre manifestation, autre lieu. En Chine, des manifestants pro-démocratie campent devant le siège du gouvernement de Hong Kong. Objectif, obtenir de Pékin plus de liberté publique. Cette action sous forme de désobéissance civile pourrait contraindre le pouvoir central à céder face aux constatataires. Les détails avec Dina Kousso. Les manifestants pro-démocratie de Hong Kong sont venus nombreux dimanche devant le siège du gouvernement local. À travers une campagne de désobéissance civile de plus en plus tendue, ils espèrent obtenir de Pékin davantage de liberté politique. Depuis les événements de la place Tiananmen du deuxième trimestre de 1989, la question de l'instauration de la démocratie se pose dans la vie politique chinoise. Je crois que nous devrions avoir comme objectif ultime d'apporter la démocratie à notre communauté pour les prochaines générations. Et les jeunes sont prêts à faire ça. Alors je pense que nous, en tant qu'adultes, devrions participer également. Parmi ces militants, de nombreux étudiants qui attendent avec impatience une réaction imminente du gouvernement. J'espère vraiment que le gouvernement va venir à la rencontre du peuple. Nous avons vécu 5 jours de boycott des cours et 2 nuits à rester ici. Nous ne sommes pas là pour créer le désordre, mais pour presser le gouvernement de faire face au peuple et aux étudiants. La Chine, à laquelle Hong Kong a été rétrocédée par Londres en 1997, a annoncé en août que le futur chef exécutif local serait bien élu au suffrage universel dès 2017, mais que seuls 2 ou 3 candidats sélectionnés par un comité de nomination seraient habilités à se présenter au scrutin. L'Organisation mondiale de la santé a indiqué ce vendredi que des milliers de vaccins expérimentaux contre le virus Ebola développés par les sociétés britanniques et américaines devraient être disponibles début 2015, alors que le nombre de personnes touchées pourrait atteindre les 20 000 en novembre. Cette annonce de l'OMS a le mérite de rassurer les pays non affectés mais menacés. Reportage de Dina Kousso. C'est au cours d'une conférence de presse à Genève que la sous-directrice de l'Organisation mondiale de la santé a indiqué que de milliers de vaccins expérimentaux contre le virus Ebola, développés par la société britannique GSK et américaine New Lake Genetics, seraient disponibles dès le début de l'année 2015, confortant ainsi les espoirs de millions d'Africains menacés par l'épidémie. Nous espérons obtenir des résultats sur les 2 vaccins d'ici la fin de l'année. Avant la fin de l'année, et si tout va bien, ça suppose que tout aille bien, nous devrions être en capacité d'utiliser ces vaccins dans les pays touchés en tout début de l'année prochaine, en janvier. Bien que les vaccins contre le virus Ebola aient été au centre de cette communication, la représentante de l'OMS a tenu à préciser que le travail s'étendait sur d'autres types de produits. Nous, à l'OMS, nous travaillons avec beaucoup de partenaires sur 3 types de produits. Les premiers, ce sont les médicaments. Les deuxièmes, les médicaments dérivés du sang ou du plasma. Et les troisièmes, les vaccins. Nous avons travaillé sur certains médicaments qui sont les plus efficaces, qui ont prouvé en tout cas leur utilité dans la lutte contre Ebola, et nous nous concentrons dessus. L'Organisation mondiale de la santé a averti que l'épidémie était en croissance explosive et pourrait, en l'absence d'un renforcement significatif de moyens, toucher 20 000 personnes d'ici le mois de novembre. En France, l'association L'Arche a célébré son jubilé par une journée de rassemblement à Paris avec une marche festive depuis l'hôtel de ville. Une autre grande fête à la place de la République a réuni plusieurs milliers de personnes, parmi lesquelles beaucoup d'anonymes, handicapés ou non, et quelques célébrités comme le chanteur Grégoire. Aziz Maïga s'en fait l'écho. L'association L'Arche était présente dans les rues de Paris samedi à l'occasion de son jubilé. Créée il y a 50 ans,
l'Arche a appris à honorer les personnes handicapées et l'importance de leur contribution à la construction d'une société plus humaine et plus fraternelle. Ces festivités ont permis au fondateur Jean Vanier, 86 ans, de mesurer le chemin parcouru depuis le commencement à Trosly, village en lisière de la forêt de Compiègne, du premier foyer de l'Arche. Moi, j'ai commencé juste avec 2 personnes. Je ne voulais pas spécialement grandir. Et puis, des choses se sont passées. Et pourquoi? Parce que les personnes avec un handicap sont super. Malheureusement, notre monde, il y a une tyrannie de la normalité. Tout le monde doit être pareil. Et ici, c'est des gens différents. Et ils sont libres. Une liberté partagée au quotidien par les personnes handicapées et les bénévoles de l'association. Elle m'aide pour chercher des affaires par moment. Voilà, on vit ensemble. On est 9 à la maison, c'est ça? On est 9. Voilà, avec 2 volontaires, moi et puis 6 personnes. On est 9 à la maison et puis on vit ensemble, on mange ensemble. On vit ensemble. 50 ans après sa création, l'Arche est présente dans le monde entier avec 146 communautés et 11 projets de fondation dans 36 pays. L'Espagne a célébré samedi la mémoire de Monseigneur Álvaro del Portillo, l'évêque de l'organisation Opus Dei, décédé en 1994 à l'occasion de sa béatification. 200 000 fidèles, 150 évêques et 18 cardinaux étaient réunis à Madrid autour du cardinal Angelo Amato, préfet de la Congrégation pour la cause des saints. Le compte rendu de Saint-Péronba. Plus de 200 000 fidèles catholiques ont communié avec l'Église samedi à Madrid à l'occasion de la béatification de l'évêque espagnol Álvaro del Portillo. L'homme qui a dirigé l'organisation conservatrice Opus Dei de 1975 jusqu'à sa mort en 1994 était considéré en son temps comme un saint. C'est un bienheureux de notre siècle qui vivait dans le même monde que nous, qui a parcouru les mêmes rues et qui a dû faire face aux mêmes problèmes et difficultés. Il est très proche de nous et c'est cela la grande différence avec les saints plus anciens et des autres époques. La cérémonie a été dirigée par Angelo Amato, préfet de la Congrégation du Vatican pour les causes des saints, en présence de 18 cardinaux et de 150 évêques. De nombreux témoignages recueillis rappellent l'impact de la foi d'Álvaro del Portillo sur la vie de ceux qui l'ont connu. Moi, j'ai connu Álvaro del Portillo et il m'a aidé dans ma vie personnelle. C'est un saint, il m'a aidé à connaître Dieu et à sanctifier ma vie personnelle. Je suis venu ici à la béatification de Don Álvaro car j'ai beaucoup de dévotion pour lui. Je lui ai demandé plein de choses, plein de services et il me les a exaucés presque tous. L'œuvre de l'Opus Dei en général m'a beaucoup aidé et c'est pour cela que je suis là avec des amis. Monseigneur del Portillo avait succédé au fondateur de l'Opus Dei, Saint José María Escrivá de Balaguer, qui avait dirigé l'organisation de 1928 à 1975, très influente en Espagne sous la dictature franquiste. L'Opus Dei est connu pour ses positions conservatrices sur des questions de société, comme l'opposition à l'avortement, à l'euthanasie ou aux relations prémaritales et pour le mode de vie très strict de ses membres. Au Rwanda, les amoureux des livres tentent de sauver l'art de la lecture. Des associations se mobilisent pour célébrer le livre et les éditeurs. Isaro Foundation s'est ainsi engagé à offrir gratuitement des livres dans des lieux publics. Jérôme Mugabo pour Afrique Actualité. La lecture individuelle est une culture en voie de disparition dans la société rwandaise. Cela est dû à l'évolution de la technologie d'information qui permet surtout aux jeunes d'avoir accès à la télévision et Internet, contrairement aux 2 ou 3 décennies écoulées. La conséquence se manifeste immédiatement dans des écoles secondaires où pas mal d'élèves connaissent la difficulté de faire de bonnes lectures ainsi que d'autres citoyens. Cette situation est déclarée critique par l'État. Par conséquent, la première bibliothèque nationale a vu le jour en 2012. Afin de motiver le Rwandais à avoir l'habitude de lire et écrire ainsi que maîtriser le langue, des jeunes groupés dans la fondation Isaro ont consacré une semaine de distribution gratuite des livres au sein des écoles secondaires et à la Bibliothèque nationale. Peu de Rwandais seulement peuvent terminer leurs phrases sans mélanger la langue principale avec d'autres langues couramment parlées au Rwanda. C'est horrible. À part les écoles et la Bibliothèque nationale, nous planifions également la distribution gratuite des livres dans des lieux publics comme restaurants et gares routières.
La nécessité de conserver la lecture dans la culture rwandaise moderne est le souci du gouvernement, surtout la préoccupation de jeunes Rwandais. Parlons à présent de nouvelles technologies avec ce boom numérique en Birmanie. Après des décennies d'isolement, des habitants de ce pays commencent enfin à profiter de la révolution numérique. Les entrepreneurs locaux surfent sur la vague en développant des applications adaptées aux problèmes quotidiens de leurs compatriotes. Reportage du confrère de l'AFP. Un plaisir autrefois rare et risqué en Birmanie, surfer sur Internet. Grâce aux changements spectaculaires lancés depuis la dissolution de la junte il y a 3 ans, des millions de Birmans ont pu se connecter pour la première fois et de nombreux autres attendent de pouvoir se lancer. J'ai vu des gens dans les pays développés surfer sur Internet, sur leur téléphone, dans des bus ou des gares, n'importe où. Je pense que la même chose va arriver en Birmanie. Sous la junte, seulement 1% de la population avait accès à Internet. Aujourd'hui, un quart des habitants seraient en mesure de se connecter, et ce n'est que le début. 2 entreprises étrangères ont pris d'assaut le marché des télécoms avec des cartes SIM à un peu plus d'1 euro, environ 1000 fois moins cher que sous le régime militaire. Les experts estiment que la moitié de la population aura accès à Internet d'ici quelques années, la plupart depuis leur téléphone portable. On a l'opportunité de capitaliser sur ça et de commencer à développer certaines applications, certains services numériques dont la Birmanie a besoin pour tirer parti de cette révolution en termes de connectivité. Ce tourbillon de changement a aussi attiré les géants de l'Internet, en tête Facebook, très populaire chez les Birmans, Viber et Instagram gagnent également du terrain. Mais les entrepreneurs locaux ne sont pas en reste. Ce développeur a créé une application pour aider les habitants de Rangoon à éviter le cauchemar quotidien des embouteillages. Il y a tellement de choses que je veux faire. J'y pense non pas comme une entreprise, mais comme un moyen de trouver des solutions à mes problèmes. L'imagination de ces pionniers de l'Internet birman n'a pas de limite, même si pour l'instant la population fait souvent face à une autre frustration, des connexions douloureusement lentes. La page culturelle de ce journal avec le cinéma et le tournage du film Run, première grande production ivoirienne après les 10 années de crise qu'a vécu ce pays. Ce film est à certains égards une bouffée d'oxygène pour l'industrie cinématographique locale. Reportage de l'AFP. Action. Fin du tournage du film Run. Il est le premier film d'importance à raconter la crise en Côte d'Ivoire qui a fait plus de 3000 morts en 10 ans. Philippe Lacotte, réalisateur franco-ivoirien, avait déjà abordé ce thème dans un documentaire. Aujourd'hui, il utilise la fiction avec une équipe qui vient en majorité de la Côte d'Ivoire et du Burkina voisin pour revenir sur un cycle de violence. Pour moi, ce qui est important, c'est de raconter des êtres humains avec des failles, avec des espoirs, avec des trajectoires qui dévient un peu et de se questionner. La question principale de ce film, c'est comment nous sommes arrivés à la violence. Le film est une course-poursuite pendant laquelle on découvre le passé du personnage Run et comment il est tombé dans la violence. Abdul Karim Konaté joue le personnage de Run. C'est un autodidacte des quartiers populaires d'Abidjan qui a découvert le théâtre à l'école. Il joue aujourd'hui son premier grand rôle après avoir été témoin des 10 années de crise en Côte d'Ivoire. Moi, ça me rappelle des moments que j'ai vécu pendant la guerre. Voilà, parce que j'étais là. J'étais à Yopougon, là où ça a vraiment chauffé, quoi. Donc je peux dire qu'il y a des scènes qui ressemblent textuellement au vécu réel pendant la guerre. La crise a aussi ravagé l'industrie cinématographique en Côte d'Ivoire. De 80 salles, il n'en reste plus que 2. Alors pour le ministère de la Culture, le cinéma est une priorité. Le gouvernement veut redévelopper les salles de diffusion, mais aussi financer des productions locales. Pour Run, il a investi 7% du budget total du film de 1 800 000 €. C'est un partenariat réussi dans le cadre d'une coproduction, etc. Non, c'est vraiment pour nous un film qui va marquer le retour sur la place nationale et internationale de la Côte d'Ivoire dans le domaine du cinéma.
Sorti en salle en Europe prévu pour le deuxième semestre 2014, en Afrique, il sera diffusé à la télévision en 2015. Au Gabon, la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2015 se prépare. La Commission nationale d'organisation et de gestion des événements et manifestations à caractère national et international a rencontré ce dimanche la presse nationale et internationale pour informer nos confrères des dispositions prises pour l'organisation du match Gabon-Burkina Faso du 11 octobre prochain. Mamadou Niang au compte rendu. Dans la perspective du match Gabon-Burkina Faso comptant pour la troisième journée éliminatoire de la CAN 2015, la Commission nationale d'organisation et de gestion des événements et manifestations à caractère national et international a convié la presse à une rencontre d'échange et d'information sur les dispositions prises en direction du match prévu le 11 octobre prochain. Cet effet, la CNOGMCNI et la Fédération gabonaise de football ont pensé qu'il était nécessaire de permettre à ce qu'il y ait un maximum de personnes au stade. Ça passe par l'attractivité au niveau des prix des billets qui vont donc donner accès au stade, à savoir 10 000 francs CFA pour les premières catégories, 5 000 francs CFA pour les deuxièmes catégories, 1 000 francs CFA pour les troisièmes catégories et 500 francs CFA pour les quatrièmes catégories. Le secrétaire général de la Fédération gabonaise de football a informé sur l'arrivée des arbitres, du commissaire du match et des joueurs des parterres sélectionnés. Les officiels choisis par la CAF sont M. Jacques Gambou, commissaire de match, il est de nationalité congolaise, et il y a un quatuor d'arbitres ghanéens conduit par Lamté. Les journalistes espèrent que les manquements enregistrés lors du match Gabon-Angola seront corrigés pour une meilleure organisation. Vous savez, ce n'est pas la première fois que la CNOM-GCMCI réunit la presse effectivement pour essayer d'échanger avec elle pour une éventuelle meilleure organisation pour les événements futurs. Maintenant, reste à voir le 11 octobre si effectivement tous ces aléas ne seront plus de mise. Après 2 journées disputées, le Burkina Faso et le Gabon occupent respectivement la première et la deuxième place du groupe. Ils devancent le Lesotho et l'Angola, classés respectivement 3e et 4e. Après la phase retour des éliminatoires 2015 des moins de 17 ans, 4 équipes se sont qualifiées samedi. Le Nigeria, l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire et la Zambie ont obtenu leur ticket lors des matchs retour joués ce week-end. Pour sa part, l'Angola et le Gabon ont été éliminés. Le bilan avec Michel Zué-Eyi. Le Nigeria, l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire et la Zambie ont validé leur participation à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations U17 qui se déroulera au Niger en 2015. Le Nigeria, champion du monde cadet 2013, a renversé la situation à domicile face au Gabon en lui infligeant une correction de 5-0 grâce à des doublés de Kelichi Nouakali et Dosinachi, puis Keinde Aïndé, alors que la sélection gabonaise avait mené les débats lors de la phase aller en battant les Flying Eagles 2-1 à Libreville. La Côte d'Ivoire, tenant du titre quant à elle, a éliminé l'Angola en s'imposant sur un score de 3-0 sur des buts de Baba Traoré à la 45e minute et à la 55e minute et Jonas Nguessan à la 75e minute. Sortie malheureuse des Palancas Negras de la compétition alors qu'elles avaient pourtant bien négocié le match aller en obtenant un nul. La Zambie, déjà vainqueur en phase aller, est allée battre l'Ouganda 2-1 au Nivubo Stadium de Kampala. Le Zambien Patson Dakoun a inscrit un doublé à la 20e et à la 67e minute avant que l'Ougandais Alex Komakesh ne réduise la marque sur penalty à la 71e minute. Enfin, le doublé de Mayo à la 15e et à la 36e minute a permis à l'Afrique du Sud de ramener un nul de 2 buts partout du Caire, éliminant l'Égypte grâce à sa victoire à l'aller de 2-1. Mesdames, Messieurs, avant de boucler cette édition, je vous en rappelle les principales articulations. En République démocratique du Congo, où l'opposition reste mobilisée face au projet de révision constitutionnelle de Joseph Kabila, une marche de contestation a eu lieu samedi à Kinshasa pour demander au président d'y renoncer.
L'OMS annonce la mise en circulation de vaccins expérimentaux contre Ebola début 2015. Elle répond ainsi à la préoccupation de la communauté scientifique, inquiète de voir le virus se propager. En Côte d'Ivoire, le film Run, qui évoque la crise ayant paralysé le pays 10 années durant, est attendu notamment par l'industrie cinématographique locale. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. À très prochainement. Bonsoir.